Donc sur cette question de tentation artistique chez l'ethnologue qui a son pendant, une sorte de tentation ethnographique chez l'artiste également. Il y a un jeu de ping-pong qui se fait, qui s'intensifie, semble-t-il, actuellement, entre d'un côté le writing turn de postmoderne, disons, des années 80, de cette rupture, de cette ouverture critique opérée par exemple par James Clifford et quantité d'autres, d'un côté, hein, mais aussi l'artistic turn l'ethnographic turn en art, où de plus en plus d'artistes ont sciemment recours à des outils d'enquête, à des dispositifs méthodologiques qui viennent explicitement de l'ethnographie et qui sont assumés comme tels par les artistes. Donc il y a bien ces deux pôles-là, hein, cette interaction. Très clairement, le writing turn, c'est une notion évidente pour tout le monde, hein, cette rupture critique du début des années 80 qui consiste à dire, pour aller très vite, le mot postmoderne tout de suite avait fait hérisser les cheveux, mais qui considère l'anthropologie, au fond, comme un exercice plus littéraire qu'autre chose, puisqu'il n'arrive pas du tout à définir la manière dont il produit son savoir. Et donc, c'est la littérature, en gros. Moi, je n'irai pas jusque-là, parce que je trouve que c'est dommage, comme on dit, de jeter le bébé scientifique avec l'eau du bain postmoderne. Je crois qu'il y a quand même une distanciation qui est possible. Et qui a un levier heuristique véritablement qui demeure dans la démarche ethnographique. Donc, et l'ethnographic turn, c'est ces formes d'approche dont on va parler, qui, au fond, considèrent que des artistes considèrent que c'est le social qui est leur matière première. C'est-à-dire que donc, ce sont plutôt des approches d'art plastique en termes de performance. C'est la relation, c'est le relationnel, et Nicolas Bourriaud parlera d'esthétique relationnelle, qui est l'objet artistique. Il n'y a plus véritablement en fait d'œuvre en tant que telle délimitée. Il y a des moments, il y a des actions, il y a des situations qui ont une perspective, un objectif de connaissance. Les artistes assument plus facilement l'idée que ce qu'ils produisent comme action produit ici une connaissance sur la société à un moment donné. Et ils l'acceptent plus facilement que les ethnologues, disons, plus classiques, qui ont du mal à accepter au fond que leur chose est artistique. Alors pourquoi c'est plus facile d'un côté ou de l'autre? Est-ce que ça l'est encore? Il y a peut-être un cloisonnement, il y a peut-être une histoire disciplinaire, tout simplement, hein, qui fait qu'il y a plus d'aspérité et de rigidité du côté des disciplines scientifiques et des sciences humaines que du domaine artistique. Bien que, je pense que c'est une des questions qu'on peut se poser, jusqu'à quel point c'est vrai. Ce levier ou cette ouverture artistique dans la démarche ethnographique, je pense qu'elle vient de l'ethnographie elle-même. Hein, c'est pas un parasitage de l'art qui vient coloniser les ethnologues en leur disant que, en créant des sortes de zones de troubles. Je pense que c'est le terrain même, l'expérience du terrain, l'enquête qui est une expérience si complexe qu'elle ouvre quantité de tiroirs. Et parmi ces tiroirs, elle ouvre forcément le tiroir performatif, littéraire, artistique, théâtral, et l'expérience, l'incapacité du chercheur à faire du moment de la recherche un moment qui serait séparé de la vie, hein, comme s'emploie à le faire le biologiste, c'est-à-dire à séparer l'action de recherche laboratoire de son état psychologique du moment, ou de sa faim, ou de sa soif, fait que
On a vraiment une démarche, on a affaire à un procédé, à une manière de construire son objet en ethnologie qui est spécifique. On est dans la vie. Finalement, on ne théorise pas assez cette extraction. Les méthodes d'enquête, trop souvent, certains manuels de questionnaires considèrent que c'est évident qu'au fond, le type de poser telle question, le protocole, serait suffisant, serait le moyen suffisant pour construire une distance analytique qui permet de proposer un développement scientifique. Je pense que c'est plus compliqué que ça, et mon désir, c'est d'assumer l'ethnologie comme genre en soi, au fond. Quelque chose qui est dans un entre-deux et qui ne le condamne pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est dans un vide disciplinaire qu'il est faible, au contraire. C'est ce flou, au fond, ce bégaiement qui est son atout, parce que c'est au cours de ce tâtonnement, on en dit et on en apprend peut-être plus sur les hommes que quand on veut parfois faire des méthodes trop rigides. Je disais tout à l'heure que ça venait de l'ethnologie elle-même, hein, cette recherche d'un appel d'air ethnologique. Au fond, c'est étrange. Hein, pourquoi il est très clairement dit... Alors je mets ces photos intentionnellement sur le... C'est une référence à Fluxus, auquel on reviendra, qui sont, à mon avis, les fondateurs un peu de cette approche qui prend le social comme objet et qui se considère comme artiste ethnographe presque avant l'heure, puisque là, c'est des actions des années 60, et un autre type d'action avec Robert Filliou, dont on parlait un peu tout à l'heure, etc. Mais je crois que c'est incontournable, ce moment-là, mais il est à dépasser. Hein, mais le moment du writing turn, ce coup de boutoir un peu méchant dans le projet et l'ambition scientifique des ethnologues, dire au fond c'est n'importe quoi ce qu'on fait, arrêtons de nous prendre au sérieux. La critique postmoderne, je dis bon, je n'irai pas moi jusque-là. Hein, mais c'est intéressant tout de même, et certaines formulations sont absolument pertinentes. La critique et le levier critique qui est actionné par là, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas le contourner. C'est une question, cette phrase qui est absolument cruciale. Si l'ethnographe produit une interprétation culturelle fondée sur une expérience de recherche intensive, comment transforme-t-on donc cette expérience, hein, l'enquête, le moment, le terrain, c'est quelque chose de complexe, c'est dans tout ce que la vie peut avoir de complexe. Comment cette expérience-là est transformée, alors en plus dépourvue de règles, hein, une expérience est dépourvue de règles, avec Bazin on peut parler jusqu'à quel point la règle, mais en récit textuel, hein, donc comment je passe de mon expérience donc je ne sais pas qui était là tout à l'heure ou qui a lu le passage au Togo sur donc d'enquête sur un milieu afro-brésilien au Togo, et comment je passe de cette expérience à un article, hein, et à un livre. Cette transition me paraît c'est pas qu'elle est douteuse, c'est qu'elle demande une vigilance simplement. Hein, elle n'est pas automatique. Ce passage de l'expérience du terrain au texte, il est étrange au fond, il est presque magique quelque part. C'est-à-dire que le passage de la prise de notes, de l'expérience, la prise de notes, l'écriture à un moment donné d'un article, souvent dans un autre lieu, toutes ces étapes ces questions sont très anciennes, on a l'impression qu'on tourne un peu en rond, mais je crois qu'on n'a jamais vraiment fait face à ce problème. Et autre Cléphode, qui n'est pas le même, lui là c'est son prénom, mais qui tous deux se sont mis d'accord, comme s'il y avait un virus postmoderne chez tous ceux qui s'appellent Cléphode, ça ce qui se déclencherait. L'un des avantages de l'ethnologie est que, comme entreprise académique, il s'agit d'une démarche où personne, et en particulier ceux qui la font, ne savent ce qu'ils font. Alors, ce n'est pas un farceur qui sort
quelque part, qui raconte ça. Hein. C'est quelqu'un qui a mené quantité de recherches et qui a proposé une forme de description minimale, ou la thick description, qui était un grand progrès aussi, on peut dire, dans les méthodes descriptives, puisqu'il considérait qu'un événement peut se décrire par lui-même. Il n'y a pas besoin de représentation invisible comme les structuralistes, par exemple, pour décrire un événement. La situation est construite de telle manière qu'on peut mettre en lumière les cadres de l'action. Donc voilà qu'on a quand même quelque chose de fantastique. On a une discipline fantastique, l'anthropologie. Elle assume que ce qu'elle dit, c'est quelque chose de verbeux qui se fait dans des relations de pouvoir compliquées, à la fois sur le terrain, mais aussi en termes institutionnels, et qui a pour objectif d'en être conscient, hein, de mettre en lumière ces déterminismes qui acceptent, même comme principe méthodologique, qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je trouve que c'est fabuleux comme démarche humaniste. On voit là on voit les leviers aussi philosophiques ou presque psychanalytiques d'une certaine démarche anthropologique, où au fond, comme Jean Bazin faisait aussi ce rapport entre psychanalyse et anthropologie, parfois ça marche, mais on ne sait pas comment ça marche. Par contre, on produit véritablement une connaissance. Mais comment ça se fait, au fond? Et c'est là où, dans cette brèche-là, que la démarche artistique peut rentrer ou s'engouffrer. Donc passons de l'autre côté, mais je crois qu'il y a aussi cette idée de frontières disciplinaires. Il n'est pas vérifié de manière sociologique. De moins en moins aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, et je crois que ça c'est un point important, je ne sais pas comment ça se passe au Canada en particulier, mais il y a quantité d'étudiants qui ont commencé un cursus en sciences humaines, qui ont fréquenté des cours d'anthropologie et d'ethnologie, qui n'y sont pas restés et qui sont passés à l'art. Donc il y a aussi un phénomène presque universitaire de déplacement d'élèves inscrits qui sont passés d'un cursus à l'autre. Il y a eu l'absence de perspective en sciences humaines y étant pour beaucoup. C'est pas qu'il y en a plus dans l'art, mais dans l'art, on le sait tout de suite que c'est du poker. on imagine qu'en ethnologie, en sciences humaines, avoir plus de perspectives, peut-être plus assurées. Donc, un point important, cette opposition, hein, dans cette tentation, dans ce jeu d'aller-retour entre art, discipline artistique et discipline anthropologique, elle n'est pas réelle dans le cursus, dans l'histoire de vie des gens qu'on retrouve dans ces deux disciplines. Il y a une circulation réelle. L'un des premiers à penser de manière, en citant à la fois Clifford, disons, et des artistes qui envisagent leur démarche comme une démarche ethnographique, c'est Nicolas Bourriaud, avec ce concept d'esthétique relationnelle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et si c'est Clifford, les deux Clifford sont pour vous familiers, enfin, oui, c'est un écho. La démarche, l'esthétique relationnelle, Nicolas Bourriaud, de revenir sur... alors, il ne le cite pas étrangement dans son livre, mais en fait, il réitère ce que Joseph Beuys disait déjà et qu'il appelait sculpture sociale. C'est-à-dire que pour l'artiste allemand mort dans les années 90, je dirais, hein, à peu près, qui était partisan intéressant aussi du tout art, hein, c'est-à-dire que la vie est de l'art, ce qui au fond se passe dans les académies consacrées à l'art. Pour lui, c'était ce qui était le moins artistique possible. Considérait que l'objectif d'une construction, d'une action artistique, c'était de créer une sculpture sociale. Hein, c'est-à-dire on reviendra à cette notion de culture sociale qui est centrale, qui permet de faire ce pont et continuer ce jeu de ping-pong qui, à mon avis, est un jeu de ping-pong où les joueurs sont à la fois des deux côtés.
C'est-à-dire que c'est pas seulement comme ça, y a les deux joueurs tout d'un coup sont d'un côté, tout le monde est de tous les, et éventuellement le joueur est même la balle aussi. Dans certains... tout récemment, Hans Schneider sur poursuit cette réflexion, disons, initiée par, euh, par Bourriaud en 88, puisque je crois que le livre est paru en 93, mais il avait été écrit en 88. Là, on est en 2017. Hans Schneider présente un ensemble d'art ethnographique, d'artistes qui utilisent des méthodes ethnographiques pour développer leur démarche. Quantité de festivals maintenant ont lieu, et je crois que c'est de rencontres, récemment à Taipei, sur ce type d'expérimentation. Vous pouvez aller sur ce site Sensfeld, c'est intéressant. Des rencontres ont lieu. Là, déjà 2012, c'est presque vieux, mais il y a tout un champ qui est en train de se constituer, qui ne se présente pas sous un angle disciplinaire et qui tendrait même à se dire indisciplinaire ou marqué par l'indisciplinarité, c'est-à-dire se méfie du piège disciplinaire ou essaie de le contourner jusqu'à quel point, je ne sais pas. Est-ce que c'est une autre discipline qui est en train de naître sur le modèle peut-être des performance studies aux États-Unis, qui ont subi un peu une évolution analogue, qui était une rencontre entre le théâtre et l'anthropologie, entre Schechner et Victor Turner, qui ont à un moment donné formulé une proposition avec une ambition disciplinaire malgré tout, en disant que la démarche, le théâtre, la performance, au sens anglo-saxon de performance, est un mode de recherche. Le théâtre comme véhicule de la recherche. Et est-ce qu'on est peut-être dans cette tentation de l'un ou l'autre, est-ce qu'on n'est pas dans un moment, une nébuleuse pré-institutionnelle? Enfin, il y a quelque chose là, il y a des atomes qui sont en train de se décrocher des institutions, qui sont en train de se coller ailleurs, possiblement, ou peut-être c'est complètement faux, mais j'ai quand même l'impression que quelque chose se passe de cet ordre-là. En témoigne toute cette vitalité d'organisation, de rencontres, d'expositions, de festivals, qui malgré tout reçoivent aussi des financements publics et d'universités et de disciplines. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose aussi du... Alors souvent c'est des constructions d'ailleurs qui en tant que telles valent la peine d'être étudiées parce que c'est souvent des constructions privées, publiques. On arrive aussi à une manière, à des constructions institutionnelles qui sont inédites. À l'origine de ces démarches artistiques ethnographiques, il y a l'idée de procéder à des formes de jeu, à des formes d'action, comme des terrains au fond, des petits terrains, où il y a des... Georges Brecht, qui n'est pas Berthold, et ils n'ont rien à voir, bien que, au fond, ils auraient pu, ils se sont inspirés l'un de l'autre quelque part. Celui-là, certainement de l'autre, parce qu'il est plus jeune, mais considérer un type d'action, Fluxus, à nouveau, comme celui du début, simplement, voilà un type d'action. Prendre un objet, essayer de définir les limites de cet objet, refaites-le à nouveau, encore plus précisément, et refaites-le jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Définir un objet, c'est notre problème d'ethnologue. C'est-à-dire comment construisons notre objet. On n'arrête pas, dans notre pratique quotidienne d'enquête, de faire ce qu'il est en train de dire. Là. De définir notre objet, de le redéfinir, de l'affiner, jusqu'à ce qu'à un moment donné, forcément, au bout, il y a un absurde. Hein. C'est comme bleu, 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 bleu. Et tout le monde sait que, et comme Johannes Fabian le montre très bien, la recherche est un moment aussi d'absurde et de délire et de moments de non-sens qui peut résulter aussi de ça. Donc, je pense particulièrement à Out of Africa de Johannes Fabian, de ses textes écrits au Congo au début, à la fin du 19e, au cours du 19e, et qui étaient faits sous l'emprise de drogue, dans des états amoureux seconds. Et cette expérience, cette dimension, c'est simplement pour réintroduire cette dimension de vie et cette difficulté qu'on a. Cette démarche qui consiste à visualiser des relations. Qu'est-ce
qu'est-ce qui n'est pas plus ethnographique que ce projet, et de les décliner. Hein. Donc le Fluxus avait mis au point des systèmes très perfectionnés avec des couleurs, avec des types pour, dans une assemblée donnée, définir l'ensemble de rapports hiérarchiques, affectifs, émotionnels, etc., qui reliaient une assistance à un moment donné. Donc dans un autre domaine, mais là aussi où l'enquête des méthodes d'enquête sont au profit d'une démarche artistique, c'est Sophie Calle, vous connaissez certainement, qui est une liseuse avide d'anthropologie. Alors c'est très intéressant, c'est que nos livres sont peu lus dans l'ensemble. Hein. Je crois que c'est 7 lecteurs en moyenne par article. Enfin, c'est terrible, hein, en moyenne. Et quand on en voit qu'il y en a qui sont plus célèbres, donc ça veut dire que c'est tout le temps qu'on passe à écrire des articles pour une personne, et au moins qu'elle soit sympathique, on pourrait faire une fiction où on rencontre son seul lecteur. Et en plus, il vous est antipathique. Tu vois, la seule personne ça serait une action, voilà, Fluxus, qui peut-être en dirait long sur ce qu'est l'ethnographie. Donc, se sert donc de manuels d'enquête pour... alors ça se passe quelque part aux États-Unis. Une collectionneuse privée est dépouillée de tous ses tableaux et cambriolage, volé. Et c'était une personne proche de Sophie Calle. Sophie Calle lui dit mais j'ai la solution. Enfin, j'ai mieux même que d'essayer de retrouver le tableau. Elle demande aux gardiens des lieux de se souvenir du tableau, de ce qu'il représentait, de le décrire. Et simplement, elle écrit à la place du tableau le récit du... Mais là, on est tout à fait dans cette transposition textuelle de l'expérience ethnographique à un récit qui fait autorité, puisqu'il est encadré, là, en l'occurrence, il fait tableau, et institutionnellement, la collectionneuse admet que c'est aussi le tableau qui était avant. Hein. Donc on est dans ce développement par étapes d'une expérience, d'un accident, la vol, là, bon, et sa reformulation, restitution. D'autres articles, ça c'est d'autres démarches artistiques qui explorent des mécanismes alors à la fois artistiques et économiques. C'est Mauricio Catalán, qui est plus connu pour le pape accroupi presque en réel. Là, il a fait surtout des performances, et là il faisait manger des fromages, et il se faisait en plus financer par cette marque de fromage Bel Paese, un fromage italien, et il les faisait manger par ses souris à lui, et du coup vendait le fromage et les souris avec dans le ventre soit le morceau de fromage grignoté par des souris et les mettait sur le marché. Et le but de l'affaire, c'était la farce du truc, mais après il suit le mécanisme. C'est-à-dire que l'article, l'œuvre, c'est pas uniquement ça. C'est toute la mécanique économique qui va se greffer là-dessus et qui fait que des gens vont trouver génial d'avoir chez eux un fromage et donc l'action, hein, le levier, la performance, donc le terrain, si on veut, est un levier heuristique. Oui. Je pose une question, c'est pas une blague. Est-ce qu'il parlait des excréments aussi? Oui. Écoutez, je sais pas, mais je suppose. Oui. Ouais. Parce que je ne vois pas comment. Des souris, c'est des excréments de Bel Paese quand même, d'un fromage acheté par Mauricio Catalán. Donc je bon, certainement. Hein. Et ça c'est Camille Enrault, vous connaissez, qui a vraiment une démarche aussi ethnographique, qui part et qui étudiait des rituels d'adolescence, de fin d'adolescence, hein, qui consiste à sauter d'un mât. Corrigez-moi si c'est pas ça.
hein, et qui le ramenait à une mode musicale qui est le coupé-décalé, qui était aussi entendu dans ces pays-là, qui est une forme de danse spécifique, qui est le coupé-décalé, et qui correspondait, qu'on découvrait au même moment de la vie, et en fait une action... mais s'approprie, pourquoi je prends cette image, s'approprie un objet ethnographique classique, le rituel d'initiation, et qui est d'autres groupes. Alors c'est souvent ça la caricature, volontaire ou involontaire, n'est pas loin. Ça devient très vite ridicule, mais je crois qu'on est aussi très souvent ridicule quand on fait des ethnographies sérieuses, sauf qu'il n'y a personne pour en faire la photo. de, non, avec tout le respect. Travaille dans le musée, hein, qui est quand même le musée ethnographique. Les collections ethnographiques sont un lieu d'expérimentation, de démarche artistique. Et là aussi, comment... Salut Mike, je t'avais pas vu. Qui sont aussi des modes dans la construction financière de ces projets. Le musée est souvent un preneur et un financeur de collaborations artistiques et ethnographiques, comme si c'était un peu une zone à l'ombre, une zone protégée, où on pourrait se permettre de ne pas rentrer tout de suite dans des considérations disciplinaires que l'université vous impose, quoi. Des zones, finalement, des brèches, des ouvertures, des espaces de liberté. Quantité d'exemples qui se font, le temps passe vite. Surtout, ne pas... cette approche et cette peut-être confusion des genres, et qui me paraît très saine, moi, compliquée. Elle amène à réfléchir aux pratiques institutionnelles, aux modes de production de notre connaissance, mais elle est le signe d'une grande vitalité, je pense, et elle est très encourageante, je trouve, sur l'avenir de l'académie. Mine de rien, on pourrait aussi faire un récit négatif, mais je crois que le récit positif est là aussi. Il s'inscrit dans vraiment une temporalité. Je parlais de Fluxus dans les années 50, qui théorisait, comme des ethnologues, leurs pratiques artistiques, hein, et qu'il écrivait. Il y a quantité d'archives d'artistes qui sont très peu explorées parce ça se vend moins, disons, dans le marché de l'art, mais qui existent et qui témoignent de ce désir et de cette curiosité, comme je disais dans la présentation, sur le fonctionnement social qui motivait les artistes et qui accompagne ces actions et qui s'inscrivent dans le temps. Ça, c'est une action de Daniel Speury, donc c'est en 83, un artiste nouveau réaliste, qui est, je pense que tous les nouveaux réalistes, dans la tradition de Fluxus étaient par définition des artistes qui prenaient le social comme objet. Hein. Et faisaient explicitement des actions pour que les gens réagissent et explicitent leur statut social aussi. Et donnent à voir quelque chose que par ailleurs ils ne voudraient peut-être pas montrer, comme dans ce cas-là, où il est en 83, 2 ans après l'élection de François Mitterrand en France, donc président socialiste, qui était annoncé comme un peu une révolution, hein, on a du mal à le croire aujourd'hui, mais à l'époque, les gens disaient sans rire qu'ils pensaient qu'il y aurait des chars russes sur les Champs-Élysées, quand on voit la suite, on se dit c'est pas possible, mais si, il y a eu une véritable fantaisie de coup d'État, que les Russes seraient derrière la mainmise du Parti socialiste et du coup de la République française à ce moment-là. Sauf que 2 ans après, il y a le discours de François de Mauroy, qui est la rectification, où tout le monde comprend que non seulement il n'y aura pas de Russes, mais il n'y aura même pas de socialisme, ou si peu. Ou si peu. Quoi, hein. Et donc, à ce moment-là, lui, il invite un peu le gratin culturel parisien, à la Fondation Cartier, au sud de Paris, à l'époque, à Jouy-en-Josas. Et comme il est agacé, disons, par cette facilité de se retourner la veste, hein, c'est à l'époque où Dutronc chantait aussi sa chanson, là,
tout le monde a l'air, c'est presque du Cohen, on l'a dans cette chanson. Voilà, voilà. Donc il organise un repas en disant aux gens, venez avec des couverts qui vous sont précieux, ou que vous avez envie, en tout cas, dont vous avez envie de témoigner, parce qu'à la fin du repas, tout sera enterré dans une longue tranchée, et nous allons manger des tripes, des tripes particulièrement brutes. Et alors lui, il ne le disait pas, maintenant il le dit, mais à l'époque, il ne le disait pas aux gens, il disait uniquement que ça sera enterré, et puisque vous allez maintenant bouffer ceux qui vous ont mis au pouvoir, c'est la tripe comme repas populaire, ceux qui ont... Sans l'adhésion populaire, à un moment donné, le Parti socialiste et Mitterrand ne seraient jamais arrivés au pouvoir. Et vous allez donc manger quelque chose qui n'est pas ce plat raffiné, qui siérait mieux à votre gauche caviar, puisque c'est à ce moment-là qu'on parle de gauche caviar. Donc la tripe, c'est le contraire de la gauche caviar. Et les gens mangent, une tranchée est construite, on enterre. Et les gens enterrent en rigolant, sans du tout se rendre compte qu'il est en train de se moquer d'eux et les amène quelque part à réfléchir à leur action politique. Les gens qui étaient engagés en 68 pour la plupart vont petit à petit avoir entre 40 et 50 ans à ce moment-là, donc vont être à des postes de décision politique, avec un contexte politique favorable, et vont faire le contraire de ce qu'on aurait pu attendre. Puisque c'est une enquête que je mène aussi sur ce projet, il y a l'intention artistique qui visait en fait à se faire rendre compte de cette responsabilité historique et politique. C'était l'intention artistique, en fait, de la démarche. Donc, l'esthétique, là-dedans, vous voyez qu'on est dans des formes d'art qui créent des dispositifs, très proches des dispositifs ethnographiques. Ce sont des terrains dont l'intention est de faire réfléchir, de créer un levier critique, ou une distanciation, une dimension analytique, critique, etc. Et c'est là où on bascule. Et c'est là où on revient, si vous voulez, dans le terrain, peut-être, comme action artistique, ça en tant que. C'est-à-dire que la question est-ce que quand le chercheur, s'il veut bien regarder le processus de ce qu'il fait sous un certain angle, jusqu'à quel point on peut accepter qu'au fond, le chercheur construit son terrain comme il construit une sculpture sociale. L'une des personnes décisives qui permet de penser ça, et c'est cette phrase-là, moi, qui a été absolument... qui me permet de faire ce pont, justement, entre l'art et l'ethnologie, c'est Johannes Fabian. Et je pense que j'en parle aussi dans l'introduction du bouquin. Ce qui nous est possible de savoir ou d'apprendre, donc le projet ethnographique d'une culture ou d'une société donnée, n'apparaît pas sous forme de réponse. Je veux dire, il y a un protocole, il y a un biais à nos questions. Le social ne parle pas en tant que tel, de la même manière qu'une fleur ne parle pas quand je lui demande quelle fleur es-tu. La fleur ne va pas me dire je suis une rose. Le social en tant que tel, c'est un filtre qui fait qu'on le fait parler, en quelque sorte. Je reprends. Ce qui nous est possible de savoir ou d'apprendre à propos d'une culture ou d'une société n'apparaît pas sous forme de réponse à nos questions, mais comme performance dans laquelle l'ethnologue, et c'est là où le bas blesse, on peut dire, où ça se mord la queue, où on est dans une aporie, on est dans un problème disciplinaire, c'est-à-dire donc comme une performance dans laquelle l'ethnologue agit
comme Victor Turner l'a formulé un jour, à la manière d'un ethnodramaturge. Alors on rentre dans des néologismes et des barbarismes, mais bon, c'est bien qu'on est dans un entre-deux, parce qu'on n'a pas le mot, alors on en bricole un. À la manière donc d'un ethnodramaturge, c'est-à-dire comme quelqu'un qui cherche à créer des occasions au cours desquelles se produisent des échanges significatifs. Les actions artistiques qu'on a vues, elles répondent bien exactement à cette définition. Ces actions sont faites pour produire, ce sont des occasions au cours desquelles se produisent des échanges significatifs. Et l'intention des artistes est bien de produire des échanges significatifs. Alors où est la différence? Comment peut-on la théoriser? Il y a derrière ça, et c'est dans le projet dont je parle dans le livre et auquel je vais venir tout à l'heure, il y a bien sûr un ensemble de strates et de références ethnographiques et de trébuchements ethnographiques notables, en particulier celle de Victor Turner, et en réalité c'est sa femme, la femme de Victor Turner. En tout cas, c'est sa femme qui était à l'origine d'un moment décisif dans la démarche de Turner, qui n'était pas forcément un théoricien libertaire, Turner. Il était plutôt structuraliste dans sa démarche. Il ne mettait pas cette méthode-là au service d'une vision particulière, peut-être... c'est le contraire de Geertz, si vous voulez, dans la démarche. Mais ce qui est important, c'est qu'il enseignait et les étudiants lui rapportaient des dossiers de description de rituels. Et il disait, mais c'était illisible. Il ne comprenait rien de ce qu'on lui apportait. Il disait que ces jours de terrain ne servaient absolument à rien, parce que la restitution écrite, justement, ne permettait pas pour lui de rendre compte de l'événement. Et lui et sa femme disent, mais au lieu de faire sans arrêt ces dossiers dont on ne sait pas quoi faire à l'arrivée, faites-le nous, rejouez-le nous, ce que vous avez vu. Et essayez de décrire un événement, décrire l'expérience, votre objet, construisez votre objet de manière à ce que vous essayez de repérer dans l'action qui vous intéresse ce que vous pouvez en refaire. Ouais. Et c'est là où on change de paradigme épistémologique et on déplace quelque chose dans les manières de formuler de ce que peut être une description ethnographique. Il ne s'agit plus, et c'est là où les Spöri, les Fluxus nous aident à comprendre ça, que l'ethnologie, c'est peut-être pas une démarche qui a vocation à mettre en lumière des systèmes de représentation, des manières de voir que nous n'aurions pas, mais qu'on peut décrire comme des choses extérieures, mais peut-être, au contraire, comme des procédés qui visent à réduire l'altérité ou la différence culturelle. Non pas à produire des identités, des systèmes qui seraient propres. Les Yoruba, ça serait comme ça. Ah bah t'es pas Yoruba donc t'es Igbo. Parce que quelque chose. Et il y aurait les Canadiens, les Québécois. Il y aurait des systèmes comme ça, plus ou moins. Alors dans la caricature clos, mais c'est pas uniquement la question du holisme qui est un problème. C'est simplement la démarche. Est-ce que la démarche ethnographique, pour ceux qui sont ethnologues ou artistes dans ce type, dans l'approche dont on a qui est Fluxus et consorts dont on a parlé, pour agir et pour comprendre, est-ce que c'est les cadres de l'action qui sont au centre de notre analyse, ou est-ce que ce sont des systèmes de représentation invisibles qui seraient des constructions culturelles abstraites, surplombantes, dont les personnes, à la limite, n'auraient même pas idée eux-mêmes, ou le cas du chercheur Yoruba qui dit aux Yoruba qu'ils ont un système religieux qui fonctionne comme ça. Il dit, ah bon, on n'était pas au courant. Ah ben nous, on l'a écrit et c'est validé par notre système universitaire et académique depuis 100 ans. Vous n'êtes pas encore au courant que c'est comme ça que ça marche, un rituel c'est des situations qui se rencontrent, ça, vraiment. Où quelque part, une certaine forme d'ethnologie devient une sorte de conservatoire de représentation culturelle abstraite. Donc, est-ce que c'est ça qu'il s'agit ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Et c'est là où une petite phrase est absolument... au niveau... Alors, et ça fonctionne à la fois pour nos artistes et pour qu'est-ce que c'est comprendre en termes ethnographiques.
Et si savoir, c'était tout simplement être capable de refaire, de répéter un acte. Ce qui ouvre la porte à une démarche praxéographique, presque situationniste quelque part, au sens pas seulement artistique, mais aussi de s'intéresser strictement à des situations données, dont le chercheur est partie prenante. Il en fait partie, il est avec sa vie, il est avec son inconscient et tout ce qui n'y est pas, et donc tout finalement, puisqu'il est homme. Donc l'objectif, ça serait simplement de restituer les conditions d'exécution. Hein, donc décrire un rituel éveillé comme expression d'un système culturel qui serait en lien avec des systèmes lignagés, par exemple, pour les ethnologues. Je ne sais pas qui fait du système lignagé ici, ou qui sait que c'est son domaine, même s'il ne l'a jamais fait comme moi, par exemple. Mais je sais que j'aurais dû le faire, mais ça me fatiguait de comprendre les systèmes de parenté qui sont par ailleurs aussi, qui sont quand même aussi importants, qui peuvent aider aussi à comprendre parfois certaines choses. Hein. Mais c'est pas seulement, je ne réduirais pas l'ethnologie à ça. Donc c'est pas réduire à une situation à une expression culturelle, mais de façon très pragmatique et praxéographique à des séquences d'actions qui sont observables à un moment donné et que ce que je peux en dire, c'est ce qui est répétable. Ce qu'on peut dire d'une langue, c'est ce qu'on peut en transmettre à ses enfants, si vous voulez. C'est le même raisonnement linguistique, mais pas dans le sens de Lévi-Strauss. La langue, c'est un métalangage, si vous voulez. C'est une structure, mais ce n'est pas la même structure que lévi-straussienne, si vous voulez. Elle est le canal qui permet la reproduction des choses. C'est parce que le mot livre existe que je peux le redire. Et le but de l'affaire, c'est de dire comment les gens disent livre dans leur langue. Ce qui n'est pas la même chose que de considérer que le mot livre serait une construction structurellement en lien avec la manière dont les gens qui disent livre envisagent le rapport homme-femme. Vous voyez que ce n'est pas le même type d'analyse. Hein, c'est pas du tout le même type de description ethnographique. Les artistes dont j'ai parlé, je crois, nous aident à penser ça, à penser l'action et à penser l'ethnographie comme description de l'action. Et ce penny, il n'est pas que dropped en ethnologie encore. Cette idée que l'ethnologie, c'est tout simplement des descriptions de situations et d'actions. Et là, on en vient encore. Et puis j'aimerais bien qu'on discute aussi au projet en cours et comment j'essaye de l'appliquer. Enfin, appliquer, mon Dieu. Mais d'associer ce que je viens de dire à une démarche personnelle, puisque là on était un peu dans des généralités, c'est ce projet autour, donc avec une formulation, disons, ethnographique classique, c'est-à-dire il s'agit de comprendre un mouvement culturel dont je fais l'hypothèse, et je ne suis pas le seul, qui aurait lieu actuellement en Afrique de l'Ouest, entre le Togo et le Bénin et le Nigeria, qui attesterait du regain culturel, du renouveau culturel de certains milieux sociaux qui seraient originaires du Brésil, d'esclaves revenus du Brésil, qui sont arrivés pendant la traite négrière dans ces régions-là et qui seraient à nouveau en train de renaître, disons, dans ces questions de renaissance culturelle. Donc un sujet, disons, voilà, classiquement ethnographique, hein, un mouvement culturel, renaissance, dans un contexte de post-colonial, de redéfinition des frontières héritées de la colonisation, peut-être de retour de dynamique transnationale qui serait dormant et qui serait à nouveau en train de s'activer. Bon. Alors, je pourrais faire une démarche classique d'enquête. Mais dans l'esprit qui nous intéresse ici, je passe par une pièce de théâtre. Le processus d'adaptation d'une pièce, d'un roman au théâtre et la recherche qu'implique cette recherche, cette enquête. Ouais, vous voyez, du coup, je ne sais plus, moi, les mots, les enquêtes et recherche. Ah, finalement, c'est la même chose, donc je ne sais plus lequel j'ai dit. Mais
enchevêtrement d'un processus artistique de création d'une pièce et d'une enquête. Pour nourrir les tableaux de la pièce, il faut faire des recherches. Ces recherches, à la fois ethnographiques et dramaturgiques, vont nourrir à la fin un tableau, une pièce de théâtre, plutôt classique. Depuis des années, je suis à la recherche de la branche canadienne de ce mouvement. S'il y a des gens dans la salle qui s'intéressent, qui connaissent, qui sont concernés, puisque dans ces afro-brésiliens, qu'on appelle Aguda au Togo, au Nigeria, c'est les Saro, hein, par exemple. Saro, justement, Aguda, afro-brésilien ou brésilien, tout simplement, au Togo. Tabon, au Ghana. Différents noms, mais qui ont tous en commun d'être arrivés entre 1805 et 1860, pour la majorité, avant l'abolition au Brésil, hein, 68, 88, 64, pour partie, dans le cas des Brésiliens, expulsés au cours de révoltes, des nombreuses révoltes de Malais qui avaient eu lieu à Salvador de Bahia et dans d'autres villes, avec une police portugaise qui n'arrivait pas du tout à contrôler les révoltes et ne pouvait même plus exécuter les révoltés, parce que la nouvelle de la pendaison d'une personne révoltée ne faisait que renforcer les mouvements dans les plantations. Donc la seule solution, c'était de renvoyer les gens chez eux, en considérant que c'était une punition, partant du principe qu'ils allaient à nouveau être capturés en revenant et revendus ailleurs. Sauf que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et ils n'ont pas été recapturés à leur retour. Ils ont au contraire créé un milieu, une classe sociale spécifique. Entre-temps, les royaumes et les structures politiques précédentes ont disparu. La colonisation s'est mise en place avec les espaces français, allemands, etc. Et ont, étonnamment, servi de lien entre la colonisation, les colons et les populations locales, dont ils se savaient originaires. Ce qui est très particulier, c'est que ces personnes donc, qui n'ont finalement été esclaves que peu de temps et qui ne se considèrent pas d'ailleurs comme esclaves, sont revenus pour partie de leur vivant, ont été capturés, sont partis et c'est souvent la même personne qui savait, donc parlait parfaitement la langue, connaissait son nom, son origine, et sont revenus, parfois régler des comptes d'ailleurs, avec ceux qui les ont vendus. C'est une histoire qu'on connaît très peu. Hein. Aussi cette dimension de vengeance qui peut être satisfaisante quelque part, parce qu'on a toujours l'impression que c'est one way, quoi. Départ et il n'y a pas de retour. Parmi ces gens, il y avait beaucoup de Jamaïcains qui s'étaient révoltés aussi contre le gouvernement anglais, et qui ont été, à un moment donné, expulsés, eux, pas vers l'Afrique, parce que la Sierra Leone n'existait pas encore comme lieu de réception à ce moment-là, mais vers Halifax et vers le Canada. Et on rejoint là des soldats qui s'étaient battus du côté contre l'indépendance américaine, des soldats noirs, et qui ont aussi, à un moment donné, ça posait un problème. Il fallait leur donner des terres, les pires terres possibles. Hein. Donc, vous pouvez rester, mais on vous donne des terres absolument infertiles. Donc, il y a eu un mouvement de regroupement dans cette partie de la Nouvelle-Écosse, avec un projet de retour qui est la création du Sierra Leone, qui sera doublé aussi par le Liberia, que les Américains vont créer en même temps, qui serait le retour, qui était des destinations de retour de toutes ces personnes. Le Sierra Leone et le Liberia, jusqu'à récemment, c'était une catastrophe totale, politique. Et donc beaucoup de gens sont partis au Sierra Leone, dont beaucoup de Canadiens, sont arrivés à Freetown et sont repartis. Et on les retrouve à Lomé, on les retrouve à Bola Tinubu, l'ancien gouverneur de Lagos, et était un Saro qui se savait de Halifax par une partie
de sa voilà aussi au cours du processus de création de la pièce, à partir d'un roman écrit par Kagny Alem, qui s'inspire d'archives et qui crée un personnage fictif d'une personne qui part, qui est capturée, qui revient. On retombe justement sur ces histoires parce que moi, en mettant la focale plutôt sur les Brésiliens, je découvre en réalité qu'il y a aussi des Canadiens dans l'histoire, à Lomé, hein, et qu'il y a une complexité de ce mouvement social que la démarche artistique me permet de révéler et qu'elle me facilite parce que je ne suis pas partie prenante de l'idée qu'il faut, il faut toujours jouer carte sur table, quoi. Mais l'espace artistique est un espace de confiance où on n'a pas immédiatement l'idée qu'on travaille pour le gouvernement. Mais bon, dans les démarches sociologiques, ça devient un problème. L'ethnologie en général, elle est souvent associée à des projets où, de plus en plus, où la mécanique de nos systèmes de recherche est connue par nos soi-disant informateurs, mot que je ne dis pas, mais c'est simplement pour... alors, faire du théâtre, oui, d'accord, c'est plutôt... c'est plus valorisant, et je pense que c'est aussi parce que ça offre une structure plus démocratique. Et on le fait avec qui? Donc, cette pièce de théâtre, cette compagnie, qui produit, c'est Azé Cocovivina, c'est le roi du concert party, qui est un genre de théâtre de cabaret, hein, qui a lui-même, on est toujours dans des boucles coloniales, postcoloniales, qui est inspiré des Black Minstrels. C'est-à-dire qu'il y avait des spectacles des Blancs qui étaient sur des bateaux au large du Ghana, et qui ne descendaient même pas, et il y avait des spectacles de Blancs déguisés en Noirs, qui se moquaient des Noirs, c'était des spectacles racistes, qui ont été, dans les années 10, 20, vus par des gens qui travaillaient sur le bateau et qui ont reproduit cette forme en faisant du blanc, du noir, un blanc, hop, enfin, ils se sont réappropriés une forme raciste et en ont fait une forme de théâtre traditionnel dont Azé est l'un des porte-parole, et l'un des derniers. C'est du cabaret. C'est-à-dire que c'est des séries de discussions, de clownerie. Hein. On est dans de l'humour, mais qui a l'avantage d'être une forme où on peut presque introduire au milieu une sorte de conférence d'ethnologue. Hein, le cabaret, c'est un peu des billes comme ça qu'on peut. Et il peut y avoir un numéro où c'est l'ethnologue qui raconte son histoire. Et qui raconte donc cette histoire d'une personne qui est revenue un peu de façon très historique. Et met en lumière les imbrications sociologiques, culturelles de qu'est-ce que ça veut dire d'être afro-brésilien au Togo aujourd'hui, quelle est cette cristallisation culturelle en cours ou pas, et comment elle fonctionne, où le terrain ne fonctionne qu'avec une libre participation de l'ensemble de ses membres. Alors on pourrait croire qu'une enquête, on ne force jamais personne. Enfin, jusqu'à l'époque coloniale, en général, dans une enquête, on n'oblige pas les personnes à nous répondre. Enfin, je ne sais pas comment vous procédez, mais c'est très difficile de dire maintenant on commence une enquête. Si vous ne répondez pas, comme du temps de Griot, là encore, non, ça ne se fait pas. Mais malgré tout, le terrain n'est pas forcément une construction égalitaire, finalement. Ça ne veut pas dire qu'on force les autres, mais le fait de disposer d'informations dont la personne n'est même pas au courant de ce qu'on en fait, comme disait Mbokolo, qu'est-ce que c'est un ethnologue? C'est quelqu'un qu'on voit un jour, qui est très sympa avec nous, il envoie un message quelques mois plus tard, 1 an, 2 ans, il envoie un livre, et puis on n'entend plus jamais parler de lui. En gros, très souvent, là c'est pas possible, parce que dans la construction collective d'une pièce de théâtre, la participation, elle est obligatoire. On ne peut pas jouer dans une pièce sans adhérer pleinement au projet. On part. Si on ne s'y sent pas bien, on part. On peut participer à une enquête en ayant des intérêts, sans être forcément de la partie. Ce qui n'est pas possible là. Donc on crée en même temps une forme de démarche, que je dirais, une conversation par discussion. Et on va s'arrêter petit à petit. Et on va discuter. On en est à là.
lui-même, l'écrivain, Kanyalem, que vous voyez au fond, participe aux ateliers, on fait des séances de discussion, on projette des images en rapport avec cette histoire brésilienne, où les gens réagissent, commentent, mais toujours avec l'idée que ce commentaire qu'on attend d'eux, il est fait pour construire un personnage. C'est pas, c'est-à-dire que ce qui va être fait de leur information est clairement stipulé et connu par l'ensemble des participants. C'est pour faire un personnage, pour faire une scène. Ce que vous allez nous dire, c'est pas pour faire un livre vague quelque part, c'est pour faire une pièce dans laquelle vous allez jouer si vous voulez en être. Et on en est à la fable, et ça nous permet de retomber sur nos pieds un peu métis et un peu aporique et dans cette contradiction et sur cet enchevêtrement parfois un peu à la limite peut-être d'une certaine logique entre art et science. Et on retrouve Brecht, mais pas celui tout à l'heure, mais le Berthold, l'allemand, le vrai, quoi. L'autre, qui considère quoi que dans une démarche théâtrale, il faut d'abord identifier le cœur sociologique, c'est-à-dire les enjeux sociaux d'une situation théâtrale donnée. Et que c'est la compréhension des enjeux d'une situation donnée, ce qu'il appelle la fable. Alors, ce n'est pas la fable au sens de faux, c'est même le contraire. C'est ce noyau dramatique qui fait que ce dont on parle dans la pièce a à voir avec le moment historique dans lequel se produit la pièce de théâtre. Pour moi, cette quintessence de la dramaturgie que définit Brecht dans une idée aussi bien particulière du théâtre, avec l'idée que le théâtre c'est un lieu où on s'amuse, mais c'est aussi un lieu où on comprend. Enfin, c'est pas seulement un lieu d'esthétique gratuite, mais c'est aussi un lieu d'analyse. La fable, elle est pour moi très proche de ce qu'on pourrait appeler un levier heuristique en ethnographie. C'est une clé de compréhension qui donne à un moment donné une idée, peut-être éphémère, mais pertinente à un moment donné, de ce qu'est l'état des relations des gens à un moment donné. Comme Fluxus, comme dans le théâtre, et on retrouve cette définition minimale de ce que devrait être, à mon avis, l'ethnologie, c'est de rendre compte de cette situation donnée, à un moment donné, dans ces conditions de fragilité et d'éphémérité. Et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Et puis, voilà. La conséquence de ça, Victor Turner l'a déjà pressenti, et puis maintenant on peut discuter, c'est que le papier, il vole. C'est-à-dire que la nature de l'article devient, le statut, même épistémologique du document, enfin de l'article se modifie, le document, l'article devient archive, devient document d'une expérience. Il n'est plus la recherche elle-même. À la limite même, les moments de compréhension se déroulent pendant le terrain. L'article est chronique, à la différence d'un texte peut-être philosophique, où le développement de pensée se passe dans le texte. Le texte ethnographique, je pense qu'il a ça de particulier. Alors, essayons de le jeter avec le plus d'élégance possible, puisque, voilà, essayons de faire les choses de façon jolie, quoi. Mais, voilà. Oui. Non, si vous voulez...